Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à ce nouveau rendez-vous du mardi du quai Voltaire. Au programme aujourd'hui, une thématique intéressante comme toujours, vous jugerez bien sûr sur pièce. La question est coopérative agricole, évolution ou révolution. Comme toujours, des invités, nous aurons le plaisir d'avoir 3 invités sur ce plateau. Je les présente rapidement, on les verra dans quelques minutes après une petite séance d'introduction. Anne-Cécile Suzanne, qui est chef d'exploitation agricole dans l'Orne. Elle viendra nous parler de son métier et puis de son rapport avec les coopératives. Elle a dirigé une coopérative pendant une petite année. On aura également une autre agricultrice, Laure Figuereux-Bidot, donc productrice de framboises en agriculture bio, mais pas seulement, elle fait aussi de la grande culture conventionnelle et elle est vice-présidente de l'UCDV, c'est l'usine coopérative de déshydratation du Vexin. Elle viendra là aussi nous parler de ses relations avec le monde de la coopérative. Et puis nous aurons enfin un spécialiste du sujet, Thierry Blandinière, le patron d'Invivo, et exactement le directeur général d'Invivo. Évidemment, 4 pôles très importants pour Invivo, l'agriculture, le négoce international, le retail et le vin, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. C'est une autre dimension. Bien sûr, vous serez conviés à intervenir à l'occasion de cet échange, de cette table ronde à travers le chat, des questions, le chat dans l'émission et puis des questions aussi dans la salle. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis dans la salle, il y aura un micro qui va circuler pour avoir quelques-unes de vos questions. Avant de commencer le débat, je vais passer la parole à Isabelle Lugno, qui est membre du bureau d'AgroParisTech Alumni. Elle est également trésorière d'Uniagro et mentor d'affaires professionnelles. Isabelle, je vous passe la parole pour une petite présentation. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. En tant qu'administratrice de l'association AgroParisTech Alumni, je suis ravie de vous accueillir ici ce soir. Alors vous tous qui êtes en ligne et devant votre écran, et vous tous ici aussi présents parmi nous en respectant la jauge que nous sommes obligés encore pour l'instant de prendre en compte. C'est vrai que maintenant, nous avons eu plusieurs sessions du mardi du quai Voltaire et sous cette forme mixte qui convient très bien. Donc merci à tous pour votre assiduité. Je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent peut-être un peu plus rarement, vous pouvez profiter de ce lieu splendide avec la vue sur la Seine, sur le Louvre. Donc n'hésitez pas à profiter de ce lieu, à y venir pour des réunions que vous pouvez très bien réserver dans cette salle, à y venir aussi simplement pour passer, pour discuter, pour travailler, pour rencontrer nos équipes d'AgroParisTech Alumni et d'Uniagro qui sont présentes dans ces locaux. Donc n'hésitez pas, cette maison du quai Voltaire est d'abord la vôtre. Donc venez autant que vous voulez. Les thèmes de ces débats d'idées du mardi, nos MQV, sont des grands sujets du monde du vivant et sont le reflet de la diversité des préoccupations et des carrières surtout des ingénieurs d'AgroParisTech. Ces MQV sont le fruit des réflexions de toute une équipe que je voudrais remercier au nom du conseil d'administration aussi. Toute une équipe qui mêle administrateurs, bénévoles, salariés d'APTA pour une fructueuse collaboration et pour aboutir à ces débats toujours passionnants. Donc ce soir, nous allons aborder un sujet sur les coopératives agricoles. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet que vous allez largement discuter après, mais c'est quand même, les coopératives agricoles, c'est quand même un secteur sur lequel il y a énormément d'agros qui travaillent. Donc rien qu'à ce titre-là, c'est déjà un sujet qui est vraiment passionnant. Et donc nous allons voir les atouts et les limites peut-être aussi de ce monde coopératif pour tout le monde agricole mondial qui nous environne. Merci et bon mardi. Merci Isabelle. Voilà, on va continuer. Je vais donner la parole tout de suite à Florence Pradier qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la coopération agricole, si je ne dis pas de bêtises. C'est un syndicat qui défend les intérêts de 2300 entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires, c'est ça ? C'est exactement ça. Et vous allez nous introduire un petit peu ce sujet des coopératives agricoles avec peut-être un petit mémo pour rappeler un petit peu d'histoire, une définition aussi peut-être des coopératives agricoles avec quelques points clés peut-être qui sont intéressants au début de cette table ronde. C'est évident qu'avec le titre Évolution, Révolution, c'est important d'abord de poser le sujet, c'est-à-dire de quelles entreprises on parle et de quoi est-ce qu'on parle.
Alors peut-être en premier lieu, les coopératives, elles ne sont pas nées d'une théorie ou d'un cerveau d'un savant. Elles sont nées de la vie pratique et des besoins effectifs d'agriculteurs. En l'occurrence, il faut être au moins 7 agriculteurs pour pouvoir constituer une coopérative. Quand on regarde la définition, hein, je vais reprendre une définition assez littérale et je pense que c'est intéressant de s'attacher dessus. C'est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire des besoins qui sont communs, économiques, sociaux et culturels, au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et la gouvernance, le pouvoir exercé démocratiquement. Ça, c'est la définition de base. Ce sont les fondamentaux d'une coopérative, qu'elle soit agricole ou pas d'ailleurs, c'est la même chose, et donc avec des valeurs et des principes qui sont ancrés et qui, je dirais, gouvernent et dirigent l'existence même de ces entreprises. Alors peut-être c'est un peu compliqué, hein, on ne va pas passer en vue les différents points qui sont affichés là, mais en langage d'entreprise, ça veut dire quoi quand même? Et je pense que c'est important de rentrer dans du concret. La différence par rapport à d'autres entreprises, sociétés de droit commercial, c'est leur objet, leur finalité. Elles ont une finalité qui est une finalité d'apporter une meilleure rémunération ou de créer de la valeur pour l'agriculteur. Ce sont des entreprises qui appartiennent à des agriculteurs, c'est une finalité première. Et donc elles ont une lucrativité limitée du capital. C'est quand même un point qui est important. C'est une vraie différenciation par rapport aux autres entreprises. Il y a un deuxième point qui me paraît important à souligner, c'est qu'elles agissent sur un territoire. Elles ont dans leur statut un territoire et elles ont dans leur statut des filières qui leur donnent le droit d'exercer, je dirais, leur activité sur ce territoire et dans ces filières-là. C'est aussi quelque chose d'assez limitant, entre guillemets, mais qui fait un ancrage territorial qui est extrêmement fort. Ça, c'est le premier point, la première particularité. Leur deuxième particularité, c'est le lien avec les adhérents. Et ça, je pense que c'est un vrai point sur lequel il faut insister un petit peu. Ça leur donne une responsabilité économique. Elles ont, je dirais, l'obligation de travailler avec leurs adhérents, dans la grande majorité. Il y a des dérogations qui leur permettent d'avoir 20% de personnes, de tiers, avec lesquelles elles peuvent aller faire du business. Mais c'est limité. Mais c'est limité, et c'est que 20%, ça veut dire que c'est au moins 80% d'activité qui est limitée au cercle de leurs adhérents. Donc des contraintes, hein, c'est clair. Donc quand même, c'est important c'est quand même important d'avoir ça en tête. Le deuxième point, c'est que c'est une gouvernance démocratique. C'est-à-dire que le pouvoir s'exerce collectivement, quels que soient les volumes que vous apportiez dans la coopérative, vous avez une voix. Donc un homme, une voix, c'est un principe universel et qui a fait ses preuves. Alors pourquoi je dis qui a fait ses preuves? Parce que quand vous m'interrogez et que vous nous dites est-ce que finalement ça a une capacité d'évolution, ces entreprises, cette forme d'entreprise, quand on regarde aujourd'hui dans le monde, hein, les coopératives agricoles, c'est à peu près 3 millions de coopératives qui détiennent, qui emploient à peu près 10% de la population active. C'est quand même, donc ça c'est à l'échelle mondiale. Si on redescend et si on fait un petit zoom sur l'échelle de la France, effectivement aujourd'hui, les coopératives agricoles, elles absorbent, en tout cas elles traitent 70% de la production agricole française. Si on regarde en moyenne, alors ça dépend des filières, on va dire, mais en moyenne c'est 70% de la production agricole française. Et elles fabriquent, elles fournissent 40% des marques que vous trouvez dans les linéaires des magasins. C'est quand même pas neutre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on regarde un petit peu c'est énorme, en fait, hein. Tous les changements qu'il y a pu y avoir depuis la mise en place du statut coopératif qui date d'après-guerre, en fait, depuis 50 ans, quelle est la part de marché des coopératives aujourd'hui? Elle est extrêmement importante. Donc c'est plutôt, je dirais, un gage d'abord fierté, parce que c'est quand même intéressant de voir que ces entreprises qui appartiennent à des agriculteurs ont cette réussite-là, et aujourd'hui sont, je dirais, en tête de proue du bateau agroalimentaire français. Et de la souveraineté alimentaire, on peut dire. Agricole et alimentaire. Et de la souveraineté agricole et alimentaire. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est important d'avoir en tête. Ensuite, par rapport aux enjeux qui sont ceux que les coopératives agricoles doivent traverser et qui sont face à nous, je pense qu'il y en a 3, précisément. C'est trois enjeux qui appartiennent au secteur alimentaire. Il y a d'abord un enjeu de consolidation que je lie aux critères performance. Pourquoi? Parce que
On voit l'alimentation qui représentait 30% du budget des ménages en France il y a 40 ans. Ça a été divisé par 2. Aujourd'hui, c'est moins de 15%. Ça veut dire que la question de la performance, de l'accessibilité à l'alimentation, c'est un vrai sujet. Et la question de la consolidation du coût, comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire gagner des points de valeur, je dirais, aux consommateurs, c'est effectivement par cette logique de consolidation. Le deuxième sujet, c'est la diversification, la segmentation. On est dans des logiques aujourd'hui d'hypersegmentation. On voit l'alimentation fait même l'identité des individus aujourd'hui, les modes d'alimentation, les régimes alimentaires. Donc ça veut dire que le monde agricole et agroalimentaire doit faire face à ces exigences qui deviennent plurielles, multiples, extrêmement variées et identitaires. C'est un vrai challenge. C'est un challenge parce que les coopératives, pour pouvoir faire de la consolidation, ont été obligées de faire de la massification. C'est-à-dire qu'il va falloir sans doute travailler ou traiter ou être en capacité de traiter de la démassification. Et ça, c'est un vrai point pour moi, un enjeu qui n'est pas que coopératif d'ailleurs, mais qui s'applique et qui s'impose évidemment en coopérative. Le troisième sujet, c'est le sujet de l'accélération. Et ça, je pense que ce troisième enjeu, il concerne deux choses. Il concerne d'une part l'activité de service que les coopératives rendent. À l'heure de Amazon, Uber, Airbnb, qui est l'heure du tout de suite, j'ai tout de suite à disposition et maintenant, c'est impossible que les coopératives n'aient pas cette même exigence qui vienne de la part et de leurs adhérents et des consommateurs qu'elles servent. Donc ça, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire que cette notion-là du tout de suite maintenant et ce que je veux, c'est quelque chose qu'il faut traiter évidemment et que les coopératives doivent traiter. La deuxième accélération, c'est l'accélération sur les changements climatiques, donc sur les exigences en matière de réponse transition au climat, agroécologique notamment. Biodiversité, transition agroécologique, et qui deviennent de plus en plus prégnantes et de plus en plus fortes, et avec lesquelles il va falloir composer demain. Voilà, quelques points. Merci Madame Pradier pour cette introduction. Ces éléments clés rappellent qui sont importants. Effectivement, ça montre bien un peu l'ampleur et le rôle des coopératives. À mes côtés également Jean-Charles Deschamps, bonjour. Bonsoir. Vous êtes président de NatUp, comme start-up, hein, c'est ça? C'est vous qui me l'avez soufflé. Au début, j'hésitais sur NatUp. Non, c'est NatUp. Voilà, et c'est un groupe coopératif normand, hein, c'est ça, qui accompagne notamment ses adhérents dans la transition agroécologique. On en parlait il y a 2 petites secondes, en développant, je crois, par exemple, la certification environnementale. On vous a confié une mission déjà, être le premier peut-être à répondre à la question coopérative, évolution ou révolution. Ah, on va vous changer de micro. Voilà, celui-là doit mieux marcher, a priori, la pile est peut-être mieux chargée. Je disais donc coopérative, évolution ou révolution, votre approche, 2 petits mots quand même évidemment de NatUp, d'abord. Oui, alors d'abord me présenter, Jean-Charles Deschamps, moi je suis agriculteur, hein, comme tout président, c'est ce que disait Florence. Voilà. Non mais voilà, un président de coopérative, c'est avant tout un agriculteur. Donc, et puis évolution, révolution, et bien je dirais les deux. Hein. Évolution, oui, NatUp a depuis 2011, en quelques chiffres, évolué. En 2011, c'était 620 collaborateurs, aujourd'hui c'est 1800 collaborateurs. C'était 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires. C'était 4000 producteurs, ce sont 7000 producteurs. 20 filiales, aujourd'hui ce sont 50 filiales. C'était 97 millions de fonds propres, ce sont aujourd'hui 235 millions de fonds propres. Nous sommes sur un territoire qui va de Chartres au Havre, Amiens, Paris. Donc voilà, on va assez large. On est sur 8 départements. Donc on a aujourd'hui des filières. Alors, révolution, je dirais oui, on a pris nous ce... On peut ne pas répondre l'un ou l'autre, mais être sur un constat. Hein. On fait les deux. La révolution, nous, on l'a opérée en 2011, où on s'est rendu compte que notre métier de base ne suffisait plus à aller chercher de la valeur ajoutée pour redistribuer à nos adhérents. En gros, une coopérative comme NatUp fait 1% de son chiffre d'affaires en résultat. Donc, pour gérer une entreprise avec 1% de son chiffre d'affaires en résultat, c'est très compliqué. Nous faisons un métier de ce qu'on appelle de centimier, c'est-à-dire qu'il faut aller gratter partout. Donc, si vous êtes dans cette logique-là, faible. Voilà, si vous êtes, et les risques sont importants parce que on gère des quantités, des volumes importants. C'est 1,2, allez, c'est 2 millions de tonnes de collecte. C'est 3 millions de tonnes de blé que l'on travaille avec le portuaire. Donc voilà, les risques sont importants. On a aussi réfléchi à
comment faire évoluer notre entreprise et de se dire il faut absolument qu'on soit en capacité d'aller chercher de la valeur ajoutée sur notre territoire, mais pas que. Donc avoir aussi ce regard à l'extérieur. Donc on a créé une première opération en 2012 en allant sur une production où on n'était pas présent, c'est les pommes de terre, donc avec un enjeu territorial fort, puisqu'on a repris une entreprise qui était sur l'ensemble du territoire français, sauf sur notre territoire. Donc quand je dis l'enjeu, il est énorme, c'est que comment vous allez pouvoir expliquer à votre adhérent que vous allez reprendre une entreprise qui n'a aucune activité sur votre territoire. Et ça, c'est un véritable challenge, mais qu'on a relevé. Faire de la pédagogie, là. Tout à fait. Et donc, on a amené nos adhérents à pouvoir accepter ça. Et de fait, une coopérative qui était sur notre territoire, qui était sur ce domaine de la pomme de terre, de la transformation de pommes de terre, est venue vers nous. Et nous avons opéré une fusion avec cette coopérative-là. Donc on a acquis notre première marque, qui était la marque Le Nord. Donc voilà, c'est ça la coopération, c'est il faut oser, il faut se projeter, et puis être en capacité d'avancer sur des modèles où on n'était pas forcément présent. Donc après, ça s'est décliné on avait le pôle légumes, on a décliné sur le pôle lin, de la même façon. La région Normandie est la première région productrice de lin. Donc on se devait de s'occuper de cette filière-là, et c'est ce que l'on a fait. Aujourd'hui, on est quasiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière lin, sauf le teillage, je tiens à le rappeler. Le teillage est très bien fait par les coopératives et les privés, donc on n'a pas à s'en occuper. Par contre, on est sur tout ce qui est autre, du peignage, parce que après le teillage, vous avez le peignage, la filature et le tissage. Donc la filature, elle va être montée là en janvier. Donc voilà, c'est vraiment ça la vraie... la vraie responsabilité que l'on a. Nous, on fait, je le disais à Laure tout à l'heure, on fait exactement la même chose que font les agriculteurs sur leur exploitation. Quand un jeune s'installe aujourd'hui, il voit quoi ? Il voit qu'il y a son métier de base, mais il doit aller chercher autre chose, il doit innover, il doit être... Et il faut savoir l'accompagner. Et tout à fait. Et donc, on a aussi cette obligation d'emmener l'ensemble de nos agriculteurs vers les attentes sociétales. Florence en parlait tout à l'heure, on a un vrai challenge à relever là-dessus. Et qui, de mieux qu'une coopérative, peut accompagner ces agriculteurs dans cette transition écologique ? Eh ben on va voir ça avec deux de nos invités qui vont nous rejoindre dans quelques minutes. On se fait une micro-pause. Merci Jean-Charles Deschamps. Voilà, retour sur le plateau des mardis du Quai Voltaire, en direct de Paris, au bord de la Seine. Il fait plutôt frais. Sur le plateau, il va faire bon, avec un débat intéressant, on l'espère, qui se continue, qui a été en deux parties pour des questions de mesures sanitaires. On ne peut pas être tous simultanément sur le plateau. On a enlevé le masque, on reste à distance les uns des autres. Et puis il y a une personne qui n'est pas là, je vais la présenter dans 2 secondes. Elle n'a pas pu venir à cause d'obligations de son métier. C'est Anne-Cécile Suzanne, mais on en parle dans 2 petites secondes. On rejoint donc sur le plateau Laure Viguereux-Bidot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le disais, agricultrice, productrice de framboises en AB, mais aussi de grandes cultures conventionnelles. Vous êtes présidente de l'UCDV, l'usine coopérative de déshydratation du Vexin. Passionnée de génétique, je crois aussi. Peut-être surtout d'ailleurs. Vice-présidente de l'UCDV. Vice-présidente, j'ai dit quoi ? Présidente. Oh, pardonnez-moi, je devançais l'appel. Bientôt peut-être. Passionnée de génétique, après 5 ans chez Limagrin. Vous êtes revenu vous installer dans l'exploitation familiale en Normandie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, c'est suite c'est résumé, voilà, à la disparition de ma maman. Il a fallu prendre des choix et j'ai finalement pris le risque de revenir sur l'exploitation. D'accord. Pris le risque, mais depuis combien de temps ? C'était en 2014 que la décision a été prise. D'accord. Donc, voilà. Je suis officiellement installé depuis 2015. C'était un appel, une envie, une passion ? Alors, je pense que quand on grandit sur une exploitation agricole, on y passe tellement de temps qu'on devient soi-même passionné de l'agriculture. Et quoi de mieux que d'être agriculteur pour entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Voilà. On va voir si on a Anne-Cécile Suzanne, qui, on l'espère, est en ligne, en visio avec nous. Voilà, elle nous entend. Bonsoir Anne-Cécile.
Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je précise, vous deviez être avec nous sur ce plateau. Et puis, un impondérable a fait que vous avez dû rester à proximité de vos animaux, puisque vous êtes chef d'exploitation agricole dans l'Orne, éleveuse de belles blondes, c'est ça, de belles blondes d'Aquitaine? Tout à fait, c'est exactement ça. Et j'ai aussi des cultures. J'ai 100 hectares de culture, 100 hectares de prairies, quoi. D'accord, donc assez polyvalente. Vous avez également été directrice d'une coopérative agricole pendant une année, je crois. Oui, exactement. En fait, j'ai à 19 ans, donc très jeune. On a un petit problème de son. Et il y a des petits problèmes de son, j'ai l'impression. Voilà, continuez parce qu'on vous entend normalement quand vous parlez. Donc vous aviez 19 ans, vous étiez très jeune, disiez-vous. D'accord, ouais. C'est ça. Et du coup, tout en étant agricultrice, j'ai étudié à Sciences Po et ensuite j'ai été consultante en transformation du secteur public. Donc consultante en transformation en particulier des organisations. D'accord. Donc tout cela, en fait, rien à voir avec l'agriculture jusque-là, l'élevage en particulier notamment. Non, rien à voir. Et donc, j'étais en même temps dans mon activité sur l'exploitation. Mais je vous dis cela vraiment parce que finalement, en m'immergeant dans le milieu des coopératives, j'ai vraiment découvert qu'il y avait des problématiques assez similaires entre les organisations du secteur public, où il y a une administration très présente, et un pouvoir politique, et finalement le milieu des coopératives, où l'organisation aussi est là, et il y a un pouvoir politique tenu par les agriculteurs. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux secteurs, et c'était très intéressant d'observer ces parallèles-là. D'accord. Je précise une chose, vous êtes assez engagé dans la communication d'une certaine façon, puisque vous avez signé une tribune, c'est pas la première fois, qui est dans le Figaro, assez intéressante, assez émouvante, assez marquante, j'ai envie de dire, qui concerne la question du suicide dans le monde agricole, un vrai sujet. Je crois qu'il y a un agriculteur, le chiffre est terrifiant, un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide. Vous avez fait une tribune, pourquoi? Et en 2 mots, on y lit quoi? En fait, on ne peut pas aborder la question du suicide agricole uniquement par le point de vue économique. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche globale de ce suicide et donc de considérer que l'agriculteur qui exerce son métier, en fait, considère que sa vie est liée à l'agriculture et que la réussite de sa vie, c'est vraiment réussir dans son exploitation agricole. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à comprendre la question du suicide. Donc on y lit cela et on y lit aussi en fait un certain nombre de propositions qui me paraissaient pertinentes pour mettre fin au suicide agricole, donc en particulier traiter la question du revenu, traiter aussi la question de l'image des agriculteurs auprès du grand public. Donc, voilà, ce genre de choses. En tout cas, je vous conseille tous d'aller regarder, si vous n'avez pas le Figaro, c'était il y a quelques jours, hein. Regardez-le au moins sur le web si vous avez l'occasion, c'est vraiment intéressant, c'est une vraie tribune intéressante qui montre aussi votre passion pour ce métier. Vous êtes jeune, ça fait plaisir de voir ça. On parle de problématiques de renouvellement des populations du monde agricole. Vous êtes un bon exemple et je pense que c'est vraiment intéressant de lire ce témoignage. Et puis enfin sur le plateau, on a également le patron d'Invivo, la personne de Thierry Blandinière. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je le disais, Invivo, l'Union française des coopératives agricoles, ça pèse lourd, 5 milliards. Alors là, évidemment, par rapport à 2 agricultrices, ce sont des chiffres qui font tourner la tête, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Invivo? Vous l'avez fait exprès de me faire partager la table ronde avec 2 agricultrices pour en fait, pour ne rien vous cacher, j'étais content d'avoir 2 femmes je crois, du monde agricole. Très honnêtement, j'étais ravi parce moi, que je suis ravi, mais c'est vraiment important. Mais la question est un peu déséquilibrée, mais parce qu'en fait, nous, on est au service aussi des agriculteurs et des agricultrices. C'est parce qu'on fait 5 milliards qu'on doit s'éloigner du territoire et des terroirs. Puisque l'Union Invivo, c'est une coopérative de coopératives. On est un drôle d'animal parce que ça n'existe nulle part dans le monde. Vous êtes au-dessus des coopératives qui ont fait la pyramide. Alors Natop fait partie du conseil d'administration et du bureau d'Invivo et est un adhérent très proche, on va dire, de la gouvernance d'Invivo. Et en fait, on est une coopérative de coopératives. C'est-à-dire qu'on a 200 coopératives qui se sont associées sur 2 métiers statutaires au départ. Après, ça a évolué. Se mettre ensemble pour acheter mieux les intrants. Donc les semences, fertilisants, avoir de meilleurs prix. Le meilleur prix, parce qu'il faut négocier face, je rappelle, à des fournisseurs qui sont très très importants et très lourds aujourd'hui. Quand vous citez les grands noms, Bayer, Monsanto, il est important que la Ferme France ait aussi un portail de négociation structuré
pour négocier les meilleurs prix, et ça, on se bat tous les jours pour négocier les meilleurs prix auprès de ses fournisseurs, et c'est la vocation donc d'InVivo. Donc c'est aussi pour ça que les 200 coopératives sont réunies. Et deuxième métier statutaire, l'exportation de céréales. Et là aussi, on est tourné sur le monde entier pour exporter au mieux, quelque part, au meilleur prix, les céréales françaises, et de Rouen, de Montoire, de Bordeaux. Donc on est mobilisé avec les silos portuaires pour exporter. Je rappelle qu'une tonne sur 2 de blé produite est exportée. Quand on parle de souveraineté, il faut penser aussi qu'on exporte. Il y a une réciprocité à construire. Alors, on va faire un petit peu 2 parties à cette table ronde. Une première pour voir si le monde coopératif colle toujours et en match et en adéquation avec les attentes de notamment nos 2 agricultrices, mais de tous les agriculteurs en général. Et puis le deuxième point, on va voir peut-être un petit peu si l'adaptation du monde coopératif aux enjeux de la souveraineté alimentaire, hein, la concurrence internationale, vous en parliez, effectivement, sont des très gros enjeux, tout ça. La transition agroécologique, est-ce que vous êtes adapté aussi ou comment est-ce que le monde des coopératives va aussi s'adapter à ça? Première question à Anne-Cécile Suzanne, qui est donc dans son exploitation. Comment est-ce que vous regardez le monde des coopératives? Alors, vous en avez piloté une pendant un moment, vous travaillez avec d'autres coopés, j'imagine. Comment est-ce que vous regardez ça, votre regard sur les coopés, comme on dit? Écoutez, les coopératives en soi, elles ont un rôle absolument majeur hein, sur mon territoire. Il y en a quand même quelques-unes. Et ce rôle, en fait, de collecter la production des agriculteurs, éventuellement, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour les agriculteurs d'un territoire. Essentiel, ça veut dire quoi? Thierry disait justement acheter des intrants qui soient à un prix attractif, accompagnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout seul dans son coin, en tant qu'agriculteur, déjà, on n'a pas le temps de suivre le cours des engrais, le cours des phytos, à quel moment, les problèmes d'approvisionnement et autres. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on a moins de puissance de frappe, entre guillemets, moins de puissance de négociation que quand c'est négocié par une centrale d'achat d'une coopérative. Donc c'est vrai que tout cela confondu, on a tendance à avoir un bien collectif supérieur si on s'associe au sein d'une coopérative pour négocier ce genre de choses. Donc ça, c'est toute la partie à pro. Après, il y a la partie collecte et vente de production. Donc là aussi, la coopérative joue un rôle essentiel. Et moi, je vais insister sur une chose en particulier, parce que les agriculteurs s'en rendent assez peu compte finalement, les mondes extérieurs de manière générale, mais la coopérative va capter un ensemble de contraintes en fait, qui échappent du coup à l'agriculteur. Donc tout ce qui est, alors ceux qui travaillent dans le monde des coopératives connaissent un peu, mais des certifications comme le CSA-GTP pour être capable de vendre des céréales à destination de l'alimentation humaine, tout ce genre de contraintes, c'est la coopérative qui va en hériter et qui du coup va en libérer l'agriculteur. Donc c'est vrai que dans un monde qui se complexifie, le rôle des coopératives est absolument essentiel pour comprendre ce monde réglementaire très complexe et du coup continuer à valoriser la production des agriculteurs. Donc ça, en fait, je dirais que c'est le côté indispensable des coopératives, tout ça. À vous écouter, tout va bien donc? Il y a un deuxième côté qui est, moi je trouve que dans l'ensemble des évolutions majeures que doivent connaître les coopératives, il y en a une qui est en fait une évolution identitaire. Parce que les agriculteurs changent. Les exploitations, les agriculteurs aussi, sont de plus en plus formés, de plus en plus capables d'aller comprendre les marchés. Donc tout cela fait qu'ils ont tendance à se passer de plus en plus des services de la coopérative. Ils ont tendance aussi à mettre en balance les services proposés par la coopérative à des services proposés par des négoces. Parce que quand les exploitations sont grandes, elles ont elles-mêmes un pouvoir de négociation important et vont plutôt aller voir les négoces que les coopératives qui, rappelons-le, c'est quand même une différence majeure par rapport aux entreprises. Les coopératives, elles traitent tout le monde de la même manière, que la personne ait 20 hectares ou qu'elle en ait 600. Donc, c'est à aller vers d'autres acteurs potentiellement pour avoir des prix encore meilleurs. Donc il y a une vraie évolution identitaire. Il y a pour moi aussi un vrai enjeu démocratique. Parce que comme je le disais, les coopératives, elles ont des activités extrêmement complexes à gérer. Ça fait que les agriculteurs comprennent de moins en moins ce qui se passe dans les coopératives.
Et c'est normal, hein, c'est extrêmement complexe. Il faut vraiment être beaucoup dedans pour le comprendre. Vous me disiez en préparant cet échange d'une certaine opacité, d'une complexité. Bref, c'était effectivement extrêmement complexe de se pencher sur la législation, la réglementation, etc. Ouais, c'est extrêmement complexe. Et du coup, et puis vu que ça se complexifie, ça va plutôt, le problème va aller grandissant. Donc un président de coopérative ou en tout cas un conseil d'administration vont assez difficilement avoir le temps de se pencher la moitié de leur temps dans la semaine sur les sujets et les problématiques agricoles. Et là, il se passe une chose qui se passe aussi dans l'administration publique, et on la critique beaucoup dans les médias, c'est que parfois, c'est toute la théorie des organisations, l'organisation prend le pas sur les intérêts du politique, qui ici est l'agriculteur. Donc quand l'organisation se met à tourner pour elle-même, là, il y a un vrai problème. Donc le pas est assez rapidement franchi. Et là, vous êtes générique, vous êtes général. Quand elle se met à tourner sur elle-même, ça marche plus. Ça, vous l'avez constaté, vous, quand vous pilotiez une coopérative, vous avez constaté ça quelque part ou vous en avez entendu parler autour de vous? Je l'ai complètement constaté. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis assez éloignée en fait de la fonction que je menais. Mais c'était pas une expérience fameuse, quoi, en fait, pour vous. Pas trop. Hein. non, mais parlez franc. Voilà, vous avez le droit de dire effectivement que c'était pas une expérience très, très heureuse. Qu'est-ce qui était gênant? Qu'est-ce qui ne marchait pas selon vous? Qu'est-ce qui manquait? Si on essaye d'avancer un petit peu dans le débat, dans le constat. Mais pour moi, vos agriculteurs, à en fait maîtriser ce qui se passe dans une coopérative, à faire l'effort d'aller essayer de comprendre les problématiques et surtout de réclamer la transparence nécessaire quand cette transparence ne leur est pas proposée. Donc en fait, il faut garder un pied constamment dans la coopérative, en particulier quand on est au conseil d'administration. Donc ça, c'est absolument essentiel parce que finalement, on ne pourra jamais vraiment reprocher à l'organisation de tourner pour elle-même parce que c'est sa nature même. Une organisation, elle a vocation. On voit, je fais un parallèle, mais c'est vraiment pas dans la dénonciation parce qu'en fait, c'est naturel. Je fais un parallèle avec ce qui s'est passé sur la séparation de la vente et du conseil. La coopération agricole a beaucoup travaillé, je l'ai vu en direct parce qu'à l'époque, je dirigeais la coopérative de mon territoire. La coopération agricole a beaucoup travaillé pour préserver l'intérêt des coopératives. Au final, effectivement, l'intérêt des coopératives a été préservé dans cette séparation. L'intérêt des agriculteurs, beaucoup moins. Donc, il y a vraiment un intérêt propre à l'organisation, un intérêt propre aux agriculteurs. Tout le monde n'est pas d'accord sur le plateau, mais on laisse poursuivre et on rebondira. En tout cas, c'est votre point de vue. On sent bien quand même que c'est nécessaire, c'est indispensable, ça a plein de valeur ajoutée. Mais c'est pas top finalement quand on est utilisatrice comme vous et adhérente aussi. Je me permets, je dis pas que c'est pas top, je dis qu'il y a une vraie responsabilité des agriculteurs à conserver un pouvoir sur l'organisation. Et ça demande du temps, de l'investissement. Laure Figuerobido, je vous ai regardé pendant que Anne-Cécile parlait, vous acquiesciez pas mal sur certains points, peut-être pas sur tout. Même question, quel est votre regard, vous aussi, sur les coopératives, en général et en particulier? Alors, moi, les coopératives sur exploitation, aujourd'hui, elles sont indispensables dans la mesure où, effectivement, elles nous servent à l'approvisionnement et à la collecte. En fait, sans elles, vous ne pourriez pas travailler, quoi. Sans elles, je ne sais pas si je ne pourrais pas travailler, mais je travaille déjà beaucoup et je crois que je manquerai encore de temps. Parce que les propos d'Anne-Cécile étaient parfaitement justes, c'est-à-dire qu'en tant qu'agriculteur, on ne peut pas tout faire. Et en particulier, toute cette question aujourd'hui de formalisme dans la mise en marché, ces différentes certifications que l'on ne maîtrise absolument pas, qui demandent des compétences spécifiques qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas avoir parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de conduire un tracteur et de gérer la certification qui va permettre d'exporter. C'est très logique quelque part. C'est une approche complémentaire sur les services complémentaires qui vont avec, c'est logique. Voilà. Donc c'est en cela que la coopérative est effectivement un modèle et moi aujourd'hui c'est le modèle que l'on privilégie sur l'exploitation. Mais après, je vois M. Blandinière qui sourit à chaque fois que je fais. Mais en fait, la difficulté, et c'est là où j'acquiesce aussi, c'est effectivement d'impliquer les agriculteurs dans les décisions et les choix qui sont faits. Et c'est très difficile parce qu'on parle bien de sujets techniques. Et en fait, l'agriculteur, quand il a l'impression qu'il s'éloigne de la coopérative, c'est parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus, il est distancé par ce qui se passe dans la coopérative. Alors, c'est quoi, pas forcément... ils sont plus concernés, au courant. Il n'est pas forcément
au courant, mais aussi peut-être par manque de compétences. C'est-à-dire qu'on est quand même, aujourd'hui, c'est l'intérêt de la coopérative, c'est de répondre à l'ensemble des agriculteurs. Et les agriculteurs sont extrêmement divers dans leur profil. C'est ce qu'on disait. Effectivement, ils sont de plus en plus formés, mais pas que. Et la difficulté pour une coopérative, c'est de s'adresser à l'ensemble des agriculteurs et de veiller aussi, alors je parle en connaissance de cause, de veiller aussi à ce que dans les conseils d'administration, on n'ait pas affaire qu'à, je vais grossir le trait, mais à une certaine élite de l'agriculture, donc c'est-à-dire des gens qui vont être plus formés et qui vont être plus amènes à comprendre ces dossiers, et finalement, peut-être à un moment donné, prendre des décisions qui vont s'éloigner des préoccupations, ou en tout cas qui seront peut-être pas suffisamment bien retranscrites sur le terrain. Alors évidemment, moi je pense que effectivement, plus une coopérative est grande, plus ses enjeux sont importants, plus c'est difficile de l'exploiter, de l'expliquer à l'adhérent de base. Ça n'a rien de négatif, hein, mais donc. Bien sûr, non, mais l'adhérent initial qui était sur le terrain. Donc bon, voilà. Après, c'est l'enjeu principal. L'enjeu, c'est d'impliquer les agriculteurs et de faire en sorte que ceux-ci continuent de s'impliquer dans leur coopérative. Être une femme, c'est pas simple non plus, hein. Est-ce que c'est vous, Laure ou Anne-Cécile, qui me disait ça, hein, quand on est une femme dans cet univers-là, des coopératives en particulier, il y a deux fois plus de boulot, quoi. Enfin, on est attendu au tournant. J'appliquerai pas ça aux coopératives en particulier. D'accord. Anne-Cécile, est-ce que c'est vous qui me teniez ce propos-là? Être une femme quand on est dans une copé, exister en tant que telle, c'est plus difficile. Je disais que c'était assez difficile. Après, il y a sans doute le statut de femme, sans doute le fait aussi d'avoir la trentaine et pas la cinquantaine quand on dirige une coopérative. Mais justement, en fait, je vous disais surtout que j'aurais été intéressée d'avoir le point de vue de Madame Pradier sur le sujet, parce que je pense que Madame Pradier va souhaiter réagir aussi à la séparation bonne conseil, mais vraiment sur ce sujet d'être une femme, en fait, je pense que dans le milieu agricole aussi, il y a pas mal d'évolutions à faire dans ce sujet-là. Après, je pense de mon côté, je pense que c'est très générationnel, c'est-à-dire que j'ai pas eu le même sujet avec des personnes qui avaient 40 ans et celles qui en avaient 60. Bah oui, mais enfin, vous êtes aussi des agriculteurs du futur. Avant de passer la parole à M. Blandinière, Madame Pradier, vous étiez interpellée sur le sujet par Anne-Cécile. Un petit mot à lui dire et le rôle des femmes. Peut-être mettre le micro, ça ira plus... Est-ce que le micro est bien ouvert ? On est en train de faire une petite manip. Vous disiez, le rôle des femmes est effectivement important. Bien sûr, 25% des exploitations aujourd'hui sont détenues par des femmes. Donc, c'est évidemment important que dans la gouvernance des entreprises coopératives, il y ait des femmes et que celles-ci puissent monter aux commandes avec la difficulté qu'elles ont, qui est souvent la polyvalence, la nécessité d'être à la fois à la maison. Et ça, on voit bien chez les jeunes femmes notamment, les trentenaires, je pense que sont complètement dans ce... Est-ce qu'il faut aller vers des quotas pour poser la question, par exemple? Voilà, 25%, vous dites, des agriculteurs sont des agricultrices. Est-ce qu'on devrait aussi pousser à... Je sens des... Progresse. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans les coopératives aujourd'hui, dans les conseils d'administration des coopératives, le chiffre évolue. Alors, on a 25% de terrain femmes et dans les conseils d'administration, on a aujourd'hui 9% de femmes. Ça dépend des filières. Ça monte, mais ça progresse à peu près d'1 à 2% par an. Donc, on espère évidemment atteindre le 25% plus rapidement. Est-ce qu'il faut des quotas ou pas? Ça dépendra de comment ça bouge, comment ça évolue, évidemment. Thierry Blandinière, comment est-ce que vous réagissez à ces propos qui sont tenus? Le temps file, ça fait déjà 20 minutes. Quel est votre regard? D'abord, je ne suis pas surpris des remarques, parce que je peux les comprendre. En fait, on a un paradoxe à gérer dans le monde agricole et coopératif, c'est qu'on doit grandir, avoir une taille suffisante pour être compétitif sur les marchés internationaux. Nous sommes dans un marché ouvert. On n'est plus, comme après la guerre, sur un marché régulé. Donc on a obligation à être compétitif. Pour être compétitif, il faut être puissant. Pour être puissant, il faut être numéro 1, numéro 2. Sinon, si on est numéro 3, on a des difficultés. Donc comment sur chaque segment, les filières s'organisent pour que les coopératives soient ensemble plus fortes pour peser dans les négociations. Et donc, en faisant ça, c'est vrai qu'on s'éloigne, bien évidemment, peut-être du territoire, puisqu'on est en train de fédérer plusieurs territoires.
Et ça renvoie à la gouvernance et à l'implication des élus et des directeurs d'aller sur le terrain. Il y a des assemblées de section actuellement partout en France. Et il y a des contacts, des heures de discussion aujourd'hui sur les grands enjeux des coopératives. C'est important, c'est pas anecdotique en fait, hein, ce rapport humain. Et donc c'est important de cultiver ce rapport humain. Moi j'étais directeur général de Maïs Adour pendant 10 ans dans les Landes. J'ai dû faire des milliers de réunions dans les campagnes pour expliquer le projet Maïs Adour sur le foie gras, sur le poulet, sur tout ça. Il faut aller au contact. Alors ce qu'on regrette un peu... Vous avez senti cet espacement du contact, cette disparition partielle? Il faut que les gens viennent dans les réunions. Mais ça, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas critiquer sans venir. Donc venez vous expliquer dans les réunions, débattons, et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. La difficulté des assemblées de section, c'est qu'on a 30% des adhérents qui participent à la gouvernance. Il faut que les agriculteurs s'engagent aussi dans la gouvernance. S'engagent comme ils le faisaient précédemment. Comme ils le faisaient. L'intérêt général, le collectif, c'est un vrai sujet, on le sait dans notre société. L'individualisme prend le dessus sur tout. Le monde coopératif est un monde collectif. Donc si, pour le bien commun, les agriculteurs ne se mobilisent pas parce que c'est leur coopérative et qu'ils s'éloignent parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans les réunions le soir, je comprends tout ça. Mais finalement, le lien se distend. Et comme en même temps la coopérative doit grandir, on se retrouve avec un écart avec certains agriculteurs qui ne comprennent plus. Mais pour se comprendre, il faut être deux. Il faut discuter, il faut aller dans les réunions. Et dans les réunions, je peux vous dire, d'assemblée de section, je l'ai faite pendant 10 ans, on explique tous les chiffres. Le rapport d'activité d'une coopérative est complètement transparent. Vous regardez tous les chiffres, tous les résultats, tous les prix payés, le prix moyen qu'on paye pour le maïs dans le sud-ouest, il est affiché dans les assemblées de section. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est complètement transparent. Donc on vit dans un monde de suspicion et de défiance, nous le savons. Donc bien évidemment, le monde coopératif, on doit vivre avec ça. Et il faut lutter contre ça. Et donc c'est vrai que c'est des efforts des présidents, des directeurs, des élus, d'aller au contact et d'expliquer, expliquer. Et de convaincre et de montrer l'intérêt. Ça s'accélère. Imaginez qu'il n'y ait pas de coopérative et qu'on soit dans un monde très ouvert. Que deviendrait l'agriculteur français ? Il serait client d'une multinationale américaine. Je crois que personne bien sûr, ne pense même que la coopérative n'a pas de raison d'être, hein, bien sûr. Non, mais c'est juste pour répondre. C'est dans la manière, effectivement, dont les choses évoluent. Question annexe peut-être, je ne sais pas, le rôle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les agriculteurs, on a beaucoup d'agriculteurs, j'en ai reçu pas mal, qui communiquent de plus en plus par ces biais-là. Là aussi, comment est-ce que vous percevez ça? C'est une question peut-être un peu connexe, mais finalement, c'est une façon de communiquer très puissante, très efficace d'ailleurs. Est-ce que vous avez un regard là aussi sur la manière de communiquer via les réseaux sociaux? C'est un média en tant que tel qui finit par avoir aussi une puissance. Alors, plus que les réseaux sociaux, c'est le digital dans le monde agricole. Donc, la transition, elle sera portée par les outils technologiques qu'on met en place aujourd'hui avec les agriculteurs. Il faut savoir que les agriculteurs, c'est une population la plus connectée de France dans sa catégorie. Déjà, à l'habitude de se connecter régulièrement, parce qu'ils ont besoin d'avoir un lien. Et c'est vrai que cette crise sanitaire nous a permis justement peut-être de renouer, de retisser des liens, parce que finalement, on a fait tellement de réunions en Teams ou en Zoom, que quand on faisait donc le contact, on a rendu le contact. Finalement, les gens qui ne se déplaçaient plus venaient se connecter, peut-être comme ce soir. Et donc finalement, le digital a permis de recréer du lien, paradoxalement, avec des gens qui ne venaient jamais dans des réunions. Donc ça, c'est un point positif, et ça, il faut le garder. Vous voyez, dans la relation... Est-ce que les coopés communiquent avec leurs adhérents, justement, peut-être? C'est une façon de communiquer davantage. C'est une façon de communiquer. Moi, je trouve que toutes ces réunions qu'on a fait en visio, ça a recréé du lien, paradoxalement, à ce qu'on peut penser en disant il n'y a pas de contact. Mais si, parce que j'ai fait une assemblée générale qui était donc au niveau d'Invivo. Habituellement, quand on fait les réunions Palais des Congrès, on a 60% de présence. Là, j'avais 95% de votants en visio. Vous voyez, quand on parle de démocratie participative sur l'AG d'Invivo, moi je trouve ça étonnant, alors qu'on se disait finalement comment on va faire, on ne savait plus comment avancer. Regardez ce qui s'est passé. Donc comment on arrive maintenant à utiliser cet outil pour recréer du lien? Bien sûr qu'il faut aussi du présentiel, mais c'est un outil qu'il faut savoir utiliser, et c'est peut-être une des solutions pour reconnecter les agriculteurs avec leur coopérative. Laure Figueroa-Bidault, vous partagez l'approche déjà, effectivement, il faut garder ce lien, ça c'est important. Et puis après tout, le digital, c'est aussi une solution peut-être pour être un facilitateur de liens.
Alors, je mettrai juste un bémol à ça, c'est que le digital et la communication... alors, je suis parfaitement d'accord sur le taux de participation aux réunions grâce au digital, ça c'est vrai. Et c'est vrai, quel que soit le sujet... Mais il faut y aller, quoi. Il faut y participer. Hein. Oui, ça c'est clair. Après, le sujet des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui concerne les moins de 45 ans. Allez, pour faire un peu large. Et aujourd'hui... on a deux jeunes, on a vous et Anne-Cécile. C'est énorme. Un usage fréquent. Et donc, toutes les coopératives ne communiquent pas sur les réseaux sociaux, d'une part, bien loin de là. Les plus grandes, sans doute, mais les plus petites, pas du tout. Et il faut quand même avoir conscience que aujourd'hui, le moyenne d'âge des agriculteurs est quand même bien plus élevé. Donc, ça n'est pas l'unique outil, à mon avis. Avant de poser, de voir si on a des questions dans la salle et sur le chat, une petite relance à Jean-Charles Deschamps, donc président de NATUP. Votre regard sur les échanges avec les adhérents, pas les réseaux sociaux en particulier, mais l'échange, la communication, informer, échanger, écouter, être entendu, parler, ça vous dit quelque chose ? Vous le faites, vous le pratiquez ? Oui, tout à fait, mais c'est essentiel. Recréer le lien avec l'adhérent, c'est notre occupation de tous les jours. Enfin, c'est vraiment une préoccupation que l'on a. Mais est-ce que vous faites avancer les choses ? Est-ce que vous faites bouger les choses ? Dire que c'est une préoccupation qu'on a envie, il faut, etc. Oui, mais est-ce que vous faites ? Sur les réseaux sociaux, nous avons fait une émission. Enfin, on a un podcast qui s'appelle Le Haut Micro, qui est plusieurs fois par mois, donc c'est 4 fois par... Ouais, c'est peut-être toutes les semaines, mais je ne sais plus trop. Mais en fait, on fait de la régulièrement, en tout cas, on va dire, pour vous aider. On fait de la communication sur notre actualité. Donc, c'est sur l'actualité des marchés, sur l'actualité de la plaine, sur... quand on reprend une entreprise, on explique le pourquoi. Enfin, voilà. Mais là où on doit être présent, c'est... Comme le disait Thierry, c'est dans les échanges, c'est sur le terrain. Donc, on se doit d'aller sur le terrain. Nous, NATUP, c'est 200 sites de collecte sur le territoire. Mon directeur fait, pendant la moisson, le tour de ces 200 sites. Donc ça, c'est une obligation qu'il se fait tous les ans, parce que c'est l'endroit où il rencontre l'agriculteur, c'est l'endroit où il y a vraiment des échanges. Il n'y a pas de barrière. Donc voilà, on a, nous, chez NATUP, la chance d'avoir des opérationnels qui sont des paysans. Patrick est fils d'agriculteur et je crois que c'est important qu'il y ait cette fibre agricole dans nos entreprises coopératives. Moi, sur la gouvernance, je voudrais simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites ou qui sont pensées. Moi, je peux vous dire que la transparence, que l'équité, que le respect de l'homme est présent. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une entreprise... Pourquoi dit-on ? Pourquoi entend-on ? Pourquoi ? Mais dans une entreprise coopérative agricole, il n'y a pas que des agriculteurs, il y a aussi des collaborateurs. Nous, c'est 1800 collaborateurs. On a aussi ce devoir de leur apporter raconter une histoire, de leur apporter de la vision sur leur profession. On parlait de révolution et on parlait de la loi Egalim et de la séparation conseil-vente. La séparation a été prise par nos équipes comme un vrai changement de paradigme. Vous n'avez plus le droit aujourd'hui de vendre et de conseiller en même temps. Et alors que c'était notre métier de base, c'était notre raison d'être, d'accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques agricoles. Donc il y a des évolutions, aujourd'hui, on a des révolutions intéressantes, on va dire quelque part, parce que ça c'est une révolution. On a dû remettre en cause complètement cette relation avec l'adhérent. Et quand on parle des rencontres que l'on doit avoir avec les adhérents, le premier facteur et vecteur d'information, c'est le terrain. C'est nos hommes de terrain, ce sont ce qu'on appelle nos agents technico-économiques sur le terrain. Quand on fait une réunion, quand on fait une rencontre adhérent avec le conseil d'administration, on a un tiers des présents. Quand on fait un pot de moisson, parce qu'il y a l'ATE, parce qu'il y a le responsable commercial qui est là, ou le chef de silo, on fait 3 fois plus. Un pot de moisson. Voilà, donc le lien, il est vraiment là. Le lien, c'est propre, cela dit. Non, mais on raconte la même chose. Hein. Oui. Mais voilà, le lien. Mais la forme est différente après tout. Le lien, il se fait le plus par l'homme, par la compétence, par la présence sur le territoire. Et c'est ça notre enjeu, quoi. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? Et puis, je vais jeter un œil sur l'écran pour voir s'il y a eu des questions sur le chat. Mais est-ce qu'il y a, à ce stade, on est à peu près à mi-temps,
Après, on va parler de souveraineté alimentaire, on va parler de grands enjeux internationaux avec nos invités. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a un micro qui peut circuler. Mesdames, messieurs, je vous regarde. Une question peut-être? Ah oui, alors, si on peut avoir la gentillesse de faire passer un petit micro, et si la personne peut ensuite se présenter, donner son prénom, son nom et sa fonction. Voilà, le micro arrive. Ne bougez pas. Donc, une première question à ce stade. On vous écoute, monsieur. Bonjour, Yves Delaine. Donc, moi, je suis Agro 74. Donc, Yves Delaine, Agro 74. Un petit peu, ancien directeur général délégué d'Avril, président de la Fédération des corps gras. Et les injonctions, je dirais, sociétales, environnementales, qui sont devant l'agriculture, pas uniquement française, l'agriculture française, européenne, mondiale. Dans le cadre des transitions alimentaires, énergétiques, environnementales, etc. Évidemment, ce n'est pas à la portée de l'agriculteur, ou même de quelques agriculteurs. Donc c'est peut-être là la révolution dans laquelle doivent s'engager les coopératives, la coopération en général. Et ma question, c'est comment, pour reprendre le terme d'accélération qu'a cité tout à l'heure Florence, comment la coopération, à travers les coopératives ou unions de coopératives, peuvent se donner ce challenge d'accélérer cette révolution agricole. Alors ça, c'est un peu la deuxième partie de la table ronde mais on peut déjà apporter des éléments de réponse. Thierry Blandinière, Florence Pradier, un petit très point de vue. rapidement, parce que tout le monde doit parler. Donc moi, voilà, donc l'Union In Vivo, en fait, j'ai parlé des métiers historiques, mais on n'en est plus là. On en est sur les solutions nouvelles pour accompagner la transition agricole. Démontrer qu'on peut produire plus et mieux avec moins. Ça, c'est notre guidelines, comme on dit. C'est notre mission. Et donc, ça devient possible grâce aux nouvelles technologies. L'innovation. L'innovation et une nouvelle technologie, parce que nous allons pouvoir développer une agriculture de précision. Il va falloir qu'on va pouvoir réduire l'utilisation des intrants, donc en même temps augmenter le revenu d'agriculteur, de fait, puisqu'on va garantir pratiquement le même rendement à l'hectare. Donc de fait, son revenu va augmenter. Et puis répondre du coup aux attentes sociétales et environnementales. Et pour aller plus loin, il y a un véritable enjeu de transition aujourd'hui agricole dans les grandes cultures, c'est de pouvoir démontrer que finalement, avec un nouveau principe de rotation de culture qui reste encore à travailler entre les légumineuses et puis la partie, on va dire, céréales, il va falloir qu'on change le modèle et que quelque part, on travaille la qualité des sols. La biodiversité, mais la qualité des sols. Et plus les sols seront qualitatifs, plus on pourra capter du carbone, mieux on valorisera les crédits carbone pour créer un nouveau revenu à l'agriculteur. Donc en fait, l'enjeu est là. Alors on est au début, on a plein de fermes pilotes en France, on est en train de le démontrer. Maintenant, il faut changer d'échelle. Pour changer d'échelle, il faut qu'on soit plus fort ensemble, qu'on mette plus de moyens au service de cette transition. Votre réponse à monsieur, c'est finalement c'est l'innovation, mais ce n'est pas tellement les coopératives qui vont amener ça, c'est l'innovation qui pourra passer à travers peut-être les coopératives aussi pour consommer moins d'intrants, moins d'eau, etc. et répondre aux problématiques diverses et variées. Pardon, je réponds, mais en tant qu'Union In Vivo, on représente à peu près, potentiellement, directement ou indirectement, la moitié de la ferme France. Là, on est en train de racheter un négoce qui s'appelle Soufflet, donc on a quand même un enjeu très important demain. Et donc, un moyen de faire passer ça. Une vraie responsabilité devant ce sujet-là. Parce que si nous, on ne s'engage pas, si on n'a pas des moyens, qui va le faire? Laure. Oui, alors j'aimerais juste réagir à ça. C'est si on veut garder l'adhésion des agriculteurs, il ne faut pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont des chefs d'entreprise. Ils souhaitent prendre des décisions eux-mêmes, de façon autonome sur leur exploitation. Ils sont aujourd'hui de plus en plus formés. Donc, ils ont eux-mêmes accès aux connaissances. Et là, en l'occurrence, effectivement, les réseaux, on va dire le digital de façon générale le permet. Et donc, il faut juste veiller quand même à ce que les solutions ne soient pas imposées par le haut aux agriculteurs. C'est important ce que vous dites, effectivement. Là, on perd le lien voilà. agriculteurs. Les agriculteurs, vous avez une intelligence, un savoir. Et les coopératives doivent les accompagner dans leurs décisions. Anne, avant de passer la parole à Madame Pradier. Les coopératives, c'est les agriculteurs, vous voyez. Oui, mais on comprend l'esprit de Laure Figueroa-Bidault qui veut dire effectivement, on parlait de communication entre le haut et le bas.
Il faut entendre effectivement ceux qui sont les adhérents. Vous disiez vous-même de base, et c'est pas péjoratif. Anne-Cécile, Suzanne, une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit, à la question de monsieur initialement, bien sûr, et à la remarque de nos deux invités. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Laure disait. C'est vrai que afin d'opérer les transitions qui sont nécessaires, il est absolument nécessaire qu'on arrive à travailler ensemble. Ça veut dire effectivement arriver à embarquer les agriculteurs dans le projet. Ça implique aussi d'arriver à travailler coopératives. Parce qu'il y a des unions coopératives en France, puis il y a aussi des unions coopératives qui se détestent entre elles. Hein. Donc il y a beaucoup de conflits intercop. Et puis après, il y a la notion d'in vivo. Et in vivo, moi, je dois dire que quand j'étais en fonction à la coopérative, j'en ai entendu beaucoup de mal, en fait, des coopératives qui détestaient in vivo. C'est-à-dire, aller jusqu'au bout de l'idée. En fait, elle reprochait à in vivo. Donnez-moi des noms, mais je les connais. Oui, mais en fait, c'est intéressant parce que c'est un miroir sans fin. C'est-à-dire qu'elle reprochait à in vivo ce que les agriculteurs reprochent aux coopératives, c'est-à-dire d'être devenus des monstres un petit peu incompréhensibles. Donc c'est un peu le même problème qui se répète. Donc un jour, je pense qu'il faudra arriver à le solutionner d'une façon ou d'une autre. Mais du coup, effectivement, il faut aussi que les coopératives arrivent à travailler avec cet outil qu'elles ont créé in vivo, qu'elles se l'approprient, qu'elles fassent cet effort-là aussi, parce qu'effectivement, in vivo est devenu très complexe lui-même. Mais voilà, il faut arriver à mettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est vrai que moi, j'espère que la coopération agricole... Il faut simplifier, monsieur Blandinière, simplifier. La coopération agricole là-dessus... Allez, on ne va pas faire le dossier dessus. Je voudrais une autre question. Sur Internet. Voilà, une autre question. Monsieur Deschamps évoque la transition écologique au sein de Natop. J'aimerais savoir quel est le pourcentage du chiffre d'affaires lié à la vente de produits phytosanitaires et comment ce chiffre va évoluer d'ici 5 ans. Alors, on vous écoute. Par obligation, le chiffre il va diminuer. Maintenant, le chiffre d'affaires prix de produits phytosanitaires, il est fonction de l'utilisation qu'en font nos adhérents. Il y a une demande. Il y a aujourd'hui, clairement, et c'est ce que Laure disait, ce n'est pas nous qui décidons de vendre des produits phytosanitaires à nos adhérents, ce sont bien les adhérents qui aujourd'hui ont des besoins. À nous d'être là pour combler ces besoins. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'acheter en amont très tôt pour avoir la disponibilité. Mais aujourd'hui, on a une véritable obligation de diminuer ce chiffre-là. Après, si demain, notre territoire ou notre part de marché s'agrandit, le chiffre d'affaires peut continuer à grandir. Mais le but, c'est vraiment d'accompagner nos adhérents vers une certification environnementale. Nous avons 7 engagements aujourd'hui chez Natop. Et dans ces 7 engagements, il y en a un qui est d'accompagner 100% de nos adhérents vers une certification environnementale. Quand Laure dit c'est bien l'agriculteur qui décide parce qu'il est en responsabilité et il doit décider. Moi, je suis d'accord. Sauf qu'on n'a pas affaire à un agriculteur. On a affaire à des agriculteurs. On n'a pas affaire à une agriculture. On a affaire à des agricultures. Nous sommes dans le bio, nous sommes dans le résidu zéro pesticide, nous sommes dans la conservation des sols. Donc aujourd'hui, on a des groupes, ce qu'on appelle des groupes Explore, où on accompagne nos adhérents en fonction de leur sensibilité, de leurs envies, de leurs besoins, de leur territoire. Donc c'est ça le rôle de la coopérative. C'est pas d'avoir un modèle et puis de l'imposer, c'est d'accompagner les adhérents. Quels sont leurs besoins et on se doit d'y aller. Mais Monsieur Deschamps, c'est pas moi qui ai posé la question, hein, c'est un internaute. Mais est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres ou est-ce que c'est trop difficile? Et à taille de coopérative, est-ce que vous percevez une évolution dans la vente des produits phytosanitaires? Si on prend le chiffre, je pense qu'il y a simplement une question de savoir est-ce qu'effectivement, dans les faits, concrètement, on vend moins de produits phytosanitaires. Donc, on va vers la transition agroécologique. Ce que l'on peut dire, c'est que la vente des produits phytosanitaires a été, pendant des années, un élément de revenu essentiel pour les coopératives. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est traité de la même façon. On a la loi Egalim 1 l'a dit. Aujourd'hui, il y a une transparence et puis vous n'avez plus le droit de faire de remise rabais ristourne sur les fameux 3 R. Vous n'avez plus le droit de le faire. Donc aujourd'hui, tout le monde vend quasiment au même prix à partir du moment où ce sont les mêmes produits. Donc voilà, on a une obligation. Votre objectif, c'est d'en vendre moins, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas notre objectif. On a une obligation d'en vendre moins. On va passer à une autre... Madame Pradier, vous voulez ajouter Très vite. Très rapidement. Moi, je voulais juste revenir sur le sujet des injonctions. Parce que tout à l'heure, quand on a parlé de révolution,
Parlez bien fort, qu'on vous entende, le micro fonctionne, je crois, mais c'est pour la salle. Quand on a parlé d'évolution tout à l'heure, on fait face à des injonctions, c'est-à-dire qu'il faut transformer l'agriculture très rapide. Et donc le temps... Et après, l'injonction, elle arrive finalement sur nos amis. Le temps du tout de suite, le temps de l'Amazon, le temps de l'Uber, c'est pas le temps du vivant. Enfin, je pense que ça, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on traite. Et la seule solution pour arriver à passer dans les transitions, c'est bien d'avoir des entreprises ou des structures qui accompagnent ou qui massifient d'autres solutions. Et les autres solutions peuvent être du biocontrôle, peuvent être... On va en parler dans la suite de la table ronde. Et ça, c'est le rôle de la coopération. Enfin, on va en parler dans quelques instants. Est-ce qu'il reste une question ou deux? Je crois qu'il y avait une autre main qui était là. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Vous êtes monsieur? Je suis rue de l'Argenté, Paris 69. J'aurais été intéressé d'entendre un peu plus sur cette séparation entre conseil et vente de la part de M. Deschamps. Et une autre question. Je crois qu'il a été clair, il y a une séparation en tant que telle aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça a été? Alors très vite, on va pas refaire l'histoire de la séparation, mais... Elle sait pas... La deuxième question, sur le temps, c'est cette notion de taille optimale. Est-ce qu'il y a une taille optimale coopérative? Okay. Alors on parle de cette complexification, de chercher des marchés locaux, etc. Est-ce que, voilà, il ne faut pas chercher d'avoir une taille optimale? La séparation conseil-vente. Très vite, on va pas faire le sujet. En fait, on a une obligation de se mettre en conformité en janvier 2021 avec une dérogation jusqu'à juin, je crois, et on se doit d'avoir aujourd'hui une relation avec nos adhérents sur autre chose que du conseil phytosanitaire. Donc on accompagne nos adhérents sur tout ce qui est l'agriculture. Donc on se doit d'avoir sur l'utilisation des fumures, mais aussi sur les nouvelles technologies que l'on peut apporter. Par exemple, Natop est leader sur l'agriculture de précision en partenariat avec InVivo. Nous avons aujourd'hui sur le label bas carbone mis en place des calculateurs. Donc aujourd'hui, voilà, on apporte d'autres services à nos adhérents. Et le sujet du phytosanitaire, comme le disait Laure encore une fois, l'agriculteur se doit d'être responsable et c'est lui qui aujourd'hui achète en connaissance de cause les produits. Par contre, à partir du moment où on l'a vendu, on a une obligation de conseiller sur les risques de l'utilisation. Et on aura aussi des risques, on aura des obligations sur ce qu'on appelle les CEPP. Donc voilà, donc on est vraiment très réglementé. Alors, certificat d'économie de produits, d'utilisation de produits phytosanitaires. D'accord, ok. Je vous la fais courte, ça ne fait pas tout à fait CEPP, mais c'est quelque chose comme ça. Pour prolonger la question de monsieur Thierry Blandinière sur la taille. La taille, c'est une question de marché pertinent. Vous avez un marché pertinent, par exemple. Je vais citer ce qu'on vit aujourd'hui. InVivo rachète Soufflé. Tout le monde dit que ça va être un géant. Soufflé, oui. En fait, non. On reste un nain au niveau de notre marché international. Parce que l'autorité de la concurrence dit qu'il n'y a pas de problème. Ça fait réfléchir. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on grandisse encore plus. Ça veut dire qu'on doit faire émerger des groupes de 30-40 milliards. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'on vous reproche de devenir gros. Mais on n'est pas gros, c'est pas le sujet. Gros, petit, c'est pas un sujet. C'est vous qui m'avez dit en préparant cette émission, Big is beautiful. Big is beautiful, bien évidemment, dans les grandes cultures. Comment imaginer qu'on puisse lutter contre Cargill, Cofco, ADM, qui font 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en étant simplement une petite coopérative qui va exporter avec son silo portuaire? Là, on a des enjeux géopolitiques. Vous imaginez les enjeux agroalimentaires. Donc, à un moment donné, bien évidemment, on parle des commodities, mais imaginez la ferme France sans les commodities. Imaginez qu'on fasse que du circuit court et que du bio. Vous allez baisser la compétitivité de la ferme France de 40% et vous allez importer des produits américains et brésiliens. Fin de l'histoire. Sur certains sujets, c'est de la géopolitique agroalimentaire, on est d'accord. Évidemment. Mais l'alimentaire, c'est de la politique. Nourrir la planète, c'est de la politique. Exporter du blé en Algérie, c'est de la politique. La concurrence russe sur les céréales aujourd'hui, c'est de la géopolitique sur la Méditerranée. Et ça, la France ne doit pas désarmer. On a perdu notre industrie, ne perdons pas notre agriculture. Donc regardons le marché mondial tel qu'il est, et puis mobilisons-nous pour nous structurer. Et vous verrez qu'on repartira à la conquête des parts de marché, mais il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied entre nous. Réfléchissez à ça, et surtout la nouvelle génération, parce que c'est vous qui avez porté ce message. Si vous revenez en disant « tout ce qui est petit, c'est sympa, j'ai fait mon petit truc dans mon coin, la vie est belle, avec les fleurs dans les cheveux », ça ne marchera pas. Vous aurez demain des Chinois, des Américains qui vont venir vous manger. C'est ça. Donc vous êtes à la croisée des chemins, la nouvelle génération.
choisissez le bon chemin. En tout cas, nous, on l'a choisi. Laure Figuerobido, comment est-ce que vous entendez ces propos? C'est aussi une réalité. Hein. Effectivement, les marchés du blé, on voit, voilà, les Chinois achètent, vendent, etc. On se bagarre, les prix montent, ça fait peur à tout le monde. Les prix montent, les produits transformés vont monter aussi. Ça engendre effectivement de l'inflation. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous qui êtes concrètement sur les terrains, comme votre camarade Anne-Cécile qui fait son élevage et qui fait de la production aussi? En fait, je pense qu'il faut insister sur le fait que les demandes des consommateurs, les demandes des citoyens sont multiples. De plus en plus multiples, on l'a dit. Et ben, l'agriculture, elle est pareille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire le choix d'une agriculture qui partira peut-être plus à l'export. Il y a des gens qui feront le choix d'une agriculture qui serait une agriculture de niche, agriculture biologique, de circuit court. Et il y a des gens qui ne font pas le choix comme moi. Quand vous dites voilà. Pas le choix, c'est-à-dire je fais mon job et puis j'essaye de faire mon boulot bien. Et je me sers de l'activité circuit court pour continuer à garder un lien direct avec le marché et les consommateurs. Et je me sers de ces circuits courts pour expliquer ce que je fais sur les grandes cultures. Quand on me dit pourquoi vos confitures, elles ne sont pas certifiées bio, d'où vient le sucre, est-ce que c'est du sucre de canne? Je lui dis, je produis de la betterave sucrière par ailleurs, donc je préfère mettre de la betterave sucrière dedans. Si on est dans une logique de produit local, voilà. Bon, donc on peut pas, je pense qu'il ne faut pas fermer l'agriculture française dans un seul modèle. Et c'est là toute la force des coopératives, c'est là où ce modèle, entre guillemets, peut être puissant s'il est bien conduit, dans la mesure où il appartient aux agriculteurs, charge aux agriculteurs de mener leur coopérative, de peut-être d'en créer des nouvelles pour qu'elles répondent à leurs besoins, au type d'agriculture qu'elles ont choisi. Si elles veulent exporter, elles exportent. S'ils souhaitent répondre à un marché hyper local, ils répondent à un marché hyper local. Anne-Cécile, Suzanne, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes toujours là, je crois. Comment est-ce que vous prolongez les propos de Laure suite à ce qu'évoquait Thierry Blandinière? Moi, je bois ces paroles, hein, je suis tout à fait d'accord. Ah, vous buvez ces paroles. et juste pour compléter par rapport aux tailles d'organisation, je suis effectivement aussi tout à fait d'accord avec ce que disait M. Blandinière. C'est pas une question de taille. Il peut y avoir des petites organisations qui sont pas du tout agiles et des très grosses qui sont agiles. Il y a quand même une question d'agilité, par contre, c'est-à-dire de savoir s'adapter aux évolutions du monde qui nous entoure et en particulier donc aux évolutions à l'international. Et là, il y en a vraiment beaucoup, et aux évolutions sur le marché national et aux évolutions des agriculteurs. Donc, il faut juste rester en veille sur ces sujets-là. Une petite réaction, question dans la salle. Alors non, sur Internet, on avait pas mal de questions et il y en a une qu'on a affichée tout à l'heure. Il y en a une qui sera pour la deuxième partie. La voilà. C'est celle-là. Observe-t-on une évolution de la gouvernance des coopératives avec une participation des salariés, par exemple administrateurs salariés? Alors, qui peut répondre? Qui veut répondre à ça? Thierry Blandinière. Et ensuite, donc on a un collège d'associés donc opérateurs avec des administrateurs qui sont des salariés au comité, au conseil d'administration. Mais déjà depuis longtemps. Depuis longtemps. Et chez Maïsadour, j'avais ça aussi déjà il y a 15 ans. Hein. Donc ça existe partout. Alors après, c'est plus ou moins activé, mais ça existe partout. D'accord. Florence Pradier. Les recommandations de gouvernance qui existent aujourd'hui, il y a effectivement cette possibilité-là qui est clairement inscrite dans les recommandations pour faire monter à la gouvernance coopérative des administrateurs salariés. Et ça marche, ça marche au-delà de la recommandation. Dans les faits, ça se déploie, ça existe et ça existe depuis longtemps dans certaines coopératives et ça évolue, c'est-à-dire que ça augmente. La question de la gestion de l'entreprise avec de la diversité à l'intérieur d'un conseil d'administration, c'est aussi un point important, et avoir le point de vue des salariés, voire potentiellement avoir le point de vue d'administrateurs indépendants, ça arrive aussi. C'est aussi des choses qui sont importantes et qui, je dirais, les coopératives sont comme les autres entreprises, pour le coup, font face à ce besoin de discuter avec des parties prenantes différentes pour être le plus agile possible. Peut-être pour répondre, mais pour parler d'entreprise à mission. Donc, votre entreprise, le statut d'entreprise à mission. Vous êtes devenu entreprise à mission, vous aussi. Alors voilà, les coopératives sont des entreprises à mission, on va dire nativement, dans leur ADN. Le monde mutualiste est une entreprise à mission. Ensuite, les filiales des coopératives ne sont pas des coopératives. Et donc là, il y a un enjeu de transformation du modèle
pour que ces filiales deviennent des entreprises à mission pour s'aligner sur l'ADN coopérative. Parce que souvent, vous avez des coopératives qui ont fait des croissances externes, et il y a aussi un problème d'alignement par rapport à l'ADN de la maison mère, qui est une coopérative de filiales en France ou à l'international. Et là, on a l'opportunité de créer ces entreprises à mission, ou Bicorp aux États-Unis, pour faire passer ce message de long terme, d'engagement, de raison d'être, et que les filiales soient complètement alignées avec la maison mère, qui est une coopérative. Et donc nous, InVivo Group, vous avez Union InVivo, et dessous vous avez une structure, une holding InVivo Group. InVivo Group est passé à entreprise à mission, et ça veut dire que nous avons un comité de mission. Et le comité de mission, à côté du conseil d'administration, ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur. Et la présidente de ce comité de mission, c'est une salariée. Et vous avez des experts extérieurs, vous connaissez tous M. Abyss, par exemple, directeur de Demeter, qui participe à ce comité de mission. Alors, il n'a pas un pouvoir de décision, il a juste un pouvoir d'influence pour faire passer certains messages de la société civile vers les décisions et éclairer les décisions du conseil d'administration. Et ça, c'est un enjeu pour beaucoup de coopératives. Laure Figuerobido, qu'est-ce que vous aimeriez, le temps tourne, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans le fonctionnement, dans le concret de la vie entre les adhérents et les coopératives? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiendraient à cœur et qui vous semblent importantes, qui ne sont pas forcément très, très, très compliquées, mais on a parlé de l'échange, de la communication, ça c'est peut-être... Face aussi à tous les enjeux qui nous attendent, on vous demande effectivement de répondre aux problématiques de souveraineté alimentaire, d'intégrer les contraintes de la transition agroécologique, d'être agile, etc., d'être ouvert au public, de tout faire, ça c'est formidable. Et vous avez, je crois, une capacité d'absorption, on l'évoquait un petit peu, qui est très importante. Qu'est-ce que vous pourriez attendre des copés? Alors, je ne sais pas si ça s'applique à tous les agriculteurs. Moi, ce qui me manque en tant qu'agricultrice par rapport à, par exemple, à mon métier précédent, c'est l'accès aux informations. On n'a pas... C'est du temps, hein, mais il y a des informations qui peuvent être échangées entre, par exemple, pour ce que je connaissais, en tout cas, les fournisseurs et les coopératives, et qui ne sont pas forcément communiquées à l'adhérent. Et moi, j'avoue que c'était ma plus grosse crainte, ça l'est encore un petit peu, hein, en revenant en tant qu'agricultrice, c'était de me couper de cette information. L'information d'ordre général. Alors la difficulté ensuite, effectivement, c'est là où c'est un exercice qui n'est pas facile, c'est que l'information tue l'information. Donc des informations que moi je vais estimer comme étant importantes seront peut-être des informations superflues pour d'autres agriculteurs. Donc, mais quand même, cet accès à l'ensemble des informations, y compris les informations de marché, des choses qui peuvent sembler... Vous nourrir, quoi, finalement. Vous nourrir, pas forcément vous gaver, hein, c'est le cas de le dire, mais vous nourrir. En tout cas, permettre l'accès. Ouais. Voilà, au choix. Ensuite, aux agriculteurs de s'y intéresser ou pas. Mais je pense qu'on pourrait donner plus d'informations aux agriculteurs. Anne-Cécile, Suzanne, vous avez aussi un point de vue là-dessus sur ce qu'il faudrait améliorer dans les relations entre les coopératives et notamment les agriculteurs, les adhérents. Oui, alors c'est vrai que moi j'insisterais vraiment sur la responsabilité qu'ont les agriculteurs de s'intéresser à ces sujets-là, et en particulier, parce qu'on parlait beaucoup des assemblées de section qui rassemblent l'ensemble des adhérents, mais en particulier le conseil d'administration, parce que... Parlez bien fort quand vous entendez les assemblées de section, oui, effectivement, vous évoquiez. En fait, dans les assemblées de section, il y a pas mal de choses qui sont expliquées, mais finalement, c'est l'adhérent qui débarque et qui, une fois par an, va avoir l'actualité de sa coopérative, mais c'est profondément insuffisant. Donc, il y a là une vraie responsabilité du conseil d'administration pour comprendre ce qu'il se passe, et j'insisterai vraiment là-dessus, que le conseil d'administration sache ce que c'est que la séparation de la vente et du conseil, qu'il sache... quelles sont les réglementations qui s'appliquent, et qu'il sache aussi dire, lorsqu'il demande une filière ou autre, et que le directeur, par exemple, leur répond « c'est pas possible », qu'il sache dire « mais si, c'est possible et on va travailler ensemble sur le sujet ». Voilà, qu'on ne laisse pas tout pouvoir à l'administratif d'une coopérative. C'est vraiment, je pense, le message que je voudrais faire passer ce soir. Florence Pradier, un retour, et puis juste après, monsieur Deschamps. Florence Pradier, un point de vue, là aussi, une proposition à faire ou des points d'amélioration, le cas échéant.
Alors, peut-être sur le sujet de la séparation des pouvoirs, c'est un point qui est important dans une coopérative. Dans une gouvernance qui va bien, il faut bien séparer le pouvoir du politique du pouvoir de l'opérationnel. Et ça, je pense que ce que rappelle l'agricultrice qui est en ligne avec nous, Anne-Cécile Suzanne, c'est un point qui est clé et auquel je pense qu'il y a un vrai devoir de vigilance. Les rôles ne sont pas les mêmes. Il y a des orientations politiques qui sont données par le politique, donc les agriculteurs. Et puis, il y a la déclinaison opérationnelle du possible ou du pas possible, qui dépend évidemment des moyens qu'on lui donne. Donc ça, ce sont deux sujets qui sont clés. Sur la partie coopérative, je pense que la question de l'apport de solutions par rapport à toutes les injonctions qui sont envoyées par le consommateur aujourd'hui sur l'agriculture, il n'y a pas que le consommateur, on est d'accord, le politique aussi beaucoup, bien sûr. Oui, le politique, mais le politique suit souvent ce que le consommateur ou ce que le citoyen veut. Donc, en fait, ça n'est que la déclinaison ou que le porte-voix d'un certain type d'écho. Et donc, on est face à des injonctions qui sont plurielles, qui sont multiples, et quelque part, ça perd un peu ceux qui produisent. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui disent ça les déstabilise complètement. Il y a beaucoup de gens qui disent comment ils font faire, mais il y a quand même ceux qui font dans la réalité du terrain et qui sont là, et qui, eux, sont face à des injonctions contradictoires qui vont du moi je veux mon poulet localement mais surtout pas l'élevage à côté, excusez-moi mais je sais pas répondre à ça, je veux du bio mais ou je veux que vous produisiez avec de l'énergie électrique mais il n'y a pas l'éolienne qui est là, voilà, on est face à des injonctions qui sont complètement contradictoires. Le monde agricole est face à ça et donc le rôle des coopératives va être vraiment de faire le lien entre la réalité de la production agricole et le consommateur. Et je pense que dans les sujets à traiter, c'est effectivement faire cette pédagogie auprès du consommateur. Et ça, pour moi, là, il y a une responsabilité de la coopération. Avant de donner la parole à Jean-Charles Deschamps, Laure Figueroa-Bidault, vous partagez ça, ce regard-là ? Oui, je partage. Les injonctions multiples, contradictoires, et puis vous en bout de piste. C'est permanent. Je veux éloigner les produits phytosanitaires, je mets minimum une bande de 5 mètres, et ensuite je vais voir l'agriculteur pour qu'il vienne désherber la bande de 5 mètres, parce que franchement, ça l'ennuie dans son jardin. Compliqué. Voilà. Compliqué. Donc, c'est la réalité. C'est permanent, et je pense qu'effectivement... Ça vous rend dingue aussi un peu. Pardon ? Ça vous rend dingue un peu. Faut pas se rendre dingue pour ça parce que sinon on s'en sort pas. Mais je pense qu'effectivement les coopératives pourraient davantage. Je suis parfaitement d'accord avec l'idée de Florence. Les coopératives pourraient davantage s'impliquer dans la communication auprès des consommateurs. Ah ouais, tiens, c'est l'une des raisons qui ont fait que j'ai fait les framboises. Donc voilà, il y a un rôle à jouer là-dessus. Jean-Charles Deschamps. Oui, non, moi je voulais revenir sur ce que Laure disait sur le besoin d'information. Aujourd'hui, on constate qu'on a une vraie frustration, même au sein de nos conseils d'administration. Quand vous êtes président, vous avez un binôme que vous formez avec votre directeur qui fait que vous avez vraiment, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Et comme le disait Florence, il faut bien qu'il y ait un respect sur le rôle de chacun. Ça, c'est essentiel. Par contre, il y a un devoir d'information, de transparence qui est là. Et même au niveau des vice-présidents, ou qui est un étage en dessous, il y a déjà cette frustration puisqu'on a déjà abordé des sujets dont ils vont apprendre qu'après. Donc il y a déjà eu une petite moulinette qui a tourné. Après, on descend au bureau et enfin au conseil d'administration. Et l'idée dans une coopérative, c'est que vous avez beau avoir le meilleur des projets, si vous n'êtes pas en capacité d'emmener l'ensemble ou la majorité de vos adhérents dans ce projet, vous avez perdu. Donc là, pour moi, la vraie taille et la bonne taille pour une coopérative, c'est pas le volume. C'est juste être en capacité d'emmener l'ensemble de ses adhérents, la majorité de ses adhérents, dans ce projet. Et je le dis, nous, on a grossi par opportunité, parce que il y avait des coopératives autour de nous qui faisaient. Mais rappelons-nous qu'il faut communiquer, échanger, s'informer. L'essentiel, c'est ça. Finalement, c'est une règle de base de l'entreprise, quelque part aussi. Partager. Mais je sais qu'il y a des frustrations qui sont énormes parce que, on peut pas non plus descendre trop dans le mécanisme de la décision. Par contre, une fois que c'est décidé, effectivement, on y va. On arrive bientôt au terme de cet échange. Est-ce que dans la salle, il y aurait une ou deux questions qui pourraient donner lieu à des réponses de la part de nos invités ? Allez-y, on vous donne le micro. Présentez-vous, s'il vous plaît. T'es président de l'association. Je voudrais revenir sur quelque chose et avoir une affirmation. Vous avez dit, monsieur le directeur général, que l'on pouvait effectivement concevoir une conciliation entre productivité et durabilité. Est-ce que cette
proposition que vous avez faite d'y croire est-elle partagée par, entre guillemets, l'ensemble de vos sociétaires, et est-ce qu'ils sont prêts à vous suivre pour atteindre cet objectif qui doit être un objectif qui s'inscrit dans une certaine... Monsieur Blandinière. Je te laisserai compléter, hein, parce que... Mais vous voyez, donc nous, on a un conseil d'administration, 24 administrateurs qui sont des présidents de coopératives qui couvrent la France entière et qui sont élus pour 3 ans par tiers renouvelable dans le conseil d'administration par une assemblée générale de 200 coopératives. Donc vous imaginez bien que tout l'enjeu pour nous, c'est d'embarquer ces 200 coopératives. Donc déjà en 2014, pour les embarquer, on s'est projeté dans une vision 2025. Et on a fait valider une feuille de route sur un cadre de référence, un mandat donné à la direction générale pour conduire la stratégie validée sur le long terme par le conseil d'administration et l'assemblée générale. Et là, on est en train de reproduire le même schéma, puisqu'on a changé un petit peu de périmètre, sur 2030. Et donc, on s'inscrit sur les grands moteurs de la transition. C'est comment on investit plus en digital, comment on trouve des solutions en biocontrôle, quelle croissance externe, quels moyens on donne pour acheter des sociétés de biocontrôle, des biostimulants, comment on réduit l'utilisation des phytosanitaires. Donc tout ça, ce sont des grandes tendances qui sont écrites. Donc on a un livre blanc, je vous invite à aller le voir, 2025, qui fait 50 pages et qui résume toute la stratégie d'InVivo. Et aujourd'hui, bon, c'est 2030, c'est pareil. Tous les ans, on réactualise ce livre blanc. C'est-à-dire que forcément, en fonction des tendances, le monde étant ce qu'il est, on ne peut pas dire 2030 c'est ça, il ne se passera rien. Ça ne sera pas simplement une trajectoire linéaire. On va vivre avec des hauts et des bas. Et donc, il faut qu'on ait l'agilité d'ajuster en permanence notre modèle économique en lien avec ce cadre de référence qui a été défini par le conseil d'administration, validé en AG. Vous voyez, ça s'appelle une gouvernance où on embarque beaucoup de monde. Et ça, il faut le voir. Ça, je vous invite à lire ces livres blancs qu'on a édités déjà depuis 2014. C'est comme ça qu'on embarque une union comme InVivo. Parce qu'autrement, comment communiquer? Et là, on communique sur du concret. C'est écrit. Il y a les textes. C'est validé. C'est comme un programme commun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une Bible, mais vous voyez, c'est un programme commun. Et donc, nous, toutes les équipes d'InVivo doivent travailler dans ce cadre-là. Elles n'ont pas mandat de dépasser ce cadre-là. Vous voyez? Et ça, je vous invite à participer à certaines des réunions. Une question sur le chat à propos de croissance externe des coopératives. Est-ce envisageable de poursuivre son activité sans croissance externe, notamment à l'international? Oui. Monsieur Natop, Jean-Charles. Non, mais clairement, il y en a qui réussissent. Ouais. On parlait d'Isigny Sainte-Mère tout à l'heure, où on est sur une niche. Et aujourd'hui, effectivement, ils n'ont pas besoin d'avoir une croissance externe. Par contre, ils sont présents à l'international. Donc, mais le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'étranger qui est venu monter le capital de la coopérative. Donc après, voilà. Mais oui, tous les modèles sont bons, mais ça dépend de quel métier on parle. Nous, sur nos métiers de base, si on reste seul, et si on ne veut pas chercher de la croissance externe, on est appelé à disparaître. Pourquoi aujourd'hui Natop a 3 ans, hein. C'est le fruit de la fusion entre Interface Céréales et Capsen. Pourquoi Interface est venu voir Capsen? Parce qu'ils n'avaient pas de diversification. Pourquoi Capsen aujourd'hui est plus fort que Capsen et Interface seul? C'est parce que Interface nous a amené son portuaire. Donc aujourd'hui, il nous manquait cette activité-là. Les deux ensemble, il faut qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus fort qu'avant. Donc voilà, c'est ça. Je crois qu'il ne faut pas considérer que la croissance externe est un but en soi. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une solution. On a une autre question au fond de la salle. Oui, monsieur, on vous écoute. Bernard Velluy, 4 Paris, président comité exécutif de la meunerie européenne et ancien de Soufflet. La question est très courte pour Thierry. J'ai appartenu à un groupe avec une très forte culture d'entreprise. Comment le mariage peut se faire de ces deux cultures qui étaient apparemment antagonistes, mais qui finalement, sur un certain nombre de projets, convergeaient totalement sur les objectifs, notamment en matière d'agroécologie. C'est peut-être pas le sujet de parler de Soufflet ce soir. Bon, allez, on fait une parenthèse pour terminer, on va dire, on est sur la fin. Bon, donc vous avez vu qu'on a eu l'accord de l'autorité de la concurrence et que l'opération va être bouclée d'ici quelques jours. Et donc se pose maintenant la question de comment articuler le groupe Soufflet dans le dispositif Vision InVivo en lien avec les coopératives adhérentes, certaines concurrentes directes, d'autres pas,
pour optimiser tout ça. C'est comme ça qu'on pose la question. Je n'ai pas toutes les réponses ce soir parce que j'aurais besoin d'une heure pour rentrer dans tous les métiers. Essayez de répondre à l'essentiel. Voilà. Ce qui est important, c'est que je crois que cette crise alimentaire a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on se regroupe et qu'au-delà du monde coopératif ou privé, ce qui compte, c'est l'agriculteur. Il faut respecter tous les agriculteurs, ceux qui sont adhérents, sociétaires et ceux qui considèrent que le modèle économique privé est meilleur pour eux. Donc voilà, donc il faut vivre avec cette diversité. Et donc l'idée peut-être, on parle de révolution demain dans le monde coopératif, c'est peut-être de cultiver ce métissage de culture pour le bien de l'agriculture. Et donc de ne pas opposer un système coopératif à un système privé. C'est vrai que dans l'histoire de Michel Soufflet, ça a toujours été un combat face aux coopératives qui étaient mal gérées, qui avaient des aides, qui ne payaient pas d'impôts. Vous voyez, on vient de là. Et donc, jamais je vendrai une coopérative. Il a raison, il n'a pas vendu une coopérative, il a vendu à l'Union des coopératives. Donc, c'est différent, vous voyez. Donc il ne faut jamais dire jamais aussi, vous voyez. Par contre, je pense que maintenant, les enjeux sont tellement importants dans la compétition mondiale qu'il faut qu'on sorte de ces débats un peu stériles d'opposition entre négoce et coopérative. Et ça, bon, voilà, c'est un peu le discours qu'on va porter ensemble. Il ne faut pas opposer ces modèles. Il faut voir les synergies qu'on peut construire ensemble pour le bien de l'agriculteur, parce que c'est ça l'enjeu. Et pour le bien de la ferme France, pour pouvoir être compétitif, pour exporter, repartir à la conquête des parts de marché perdues. Voilà, c'est ça l'idée de l'alliance Union In Vivo Soufflet. Et ce qui a fait que finalement la famille Soufflet a dit finalement, je transmets mon entreprise à In Vivo, c'est que finalement, sur le fond, on partage les mêmes valeurs. C'est ce que vous dites. Une dernière question. Allez, au fond de la salle, on a pas mal de questions ce soir. Bonjour, Élise Bou, Greenflex. Parlez bien fort qu'on vous entende, s'il vous plaît, madame. Bonsoir, plutôt. Élise Bou, Greenflex. J'avais une question à l'attention de tous les invités, qui était la suivante. Au-delà des injonctions des consommateurs, il y a les injonctions de la planète. Et finalement, l'agriculteur présent aujourd'hui, changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, à la problématique de l'eau, des sécheresses, des événements extrêmes. Et du coup, le modèle coopératif est-il pas une chance par rapport à d'autres modèles, puisque justement son ancrage territorial lui permet de raisonner à une échelle compatible avec les enjeux climatiques en termes de transport. Est-ce que les zones, on connaît la géopolitique, la géostratégie d'aujourd'hui, mais dans un monde qui se veut de plus en plus bilatéral, moins multilatéral, avec toutes les tensions économiques, est-ce que c'est pas une chance pour adresser cette question demain, ou ces questions climatiques, environnementales et de biodiversité? La proximité régionale aussi, finalement, des coopératives, c'est ce que vous voulez dire, madame? Ouais. Au-delà de la proximité, je pense que globalement, l'agriculture est une solution au réchauffement climatique, à condition de la concevoir en tant que telle, et donc de remettre l'agriculture au centre du jeu pour démontrer que finalement, le sol, c'est un puits de carbone, et que demain, on va pouvoir produire des crédits carbone pour pouvoir valoriser aussi le revenu de l'agriculteur. Mais c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Brésil, c'est vrai partout. Et on est dans ce moment-là. Le marché du carbone, quand je vois la valeur de la tonne de carbone aujourd'hui, qui est revalorisé autour de, mettons, $50, mais qui peut monter à 100 €, etc. C'est un levier formidable pour enchaîner une nouvelle agriculture qui prend en compte la qualité des sols. Et on est dans ce moment-là. Quand on parle de révolution agricole, c'est ça l'enjeu. Il n'est pas que franco-français. Bien sûr, au niveau des coopératives, ça se passe sur les territoires et sur les terroirs. Ça se passe sur le terrain avec les agriculteurs. Mais il y a une réalité, donc ça veut dire qu'il faut développer des pilotes, il faut démontrer que finalement ça fonctionne, que le voisin dise « Ah ben tiens, finalement, mon voisin a fait ça, ça a marché, je vais faire pareil ». Il faut qu'on rentre dans cette logique d'exemplarité pour changer d'échelle. Laure Figuerobido, comment est-ce que vous percevez la question, la remarque et puis l'élément de réponse? Vous sentez évidemment concerné par ces problématiques-là et par la mise en œuvre de solutions. Maintenant, c'est compliqué, hein. Piéger du carbone, le marché carbone, tout ça, waouh! Oui, et on sait bien que c'est même pas encore vraiment en route, ça démarre. Pour le domaine de l'agriculture, c'est en pointillé. Votre regard, et puis après je poserai la question à Anne-Cécile Suzanne également. J'ai la chance d'être présidente d'une coopérative de déshydratation, donc les histoires de carbone, c'est notre première préoccupation. Et ça fait longtemps que j'ai appris à suivre les cours du charbon et du carbone. Enfin longtemps, depuis le début de mon mandat. Effectivement, je suis d'accord avec le propos. Au-delà du consommateur, on a une injonction environnementale et je passe encore trop de temps à débattre avec des amis, ne serait-ce que ça, sur le fait que nous, en tant qu'agriculteurs, l'environnement, c'est notre première préoccupation parce que c'est notre outil de travail.
c'est ce qui nous fait vivre. Et puis finalement, c'est aussi la raison pour laquelle on est devenu agriculteur. C'est qu'on aime ça, les petites bêtes et le sol et les plantes et les maladies et tout ça. Après, effectivement, sur la question des coopératives, je pense qu'il faut surtout pas fermer le débat à une notion locale. Il faut surtout regarder ce qui se passe partout pour trouver les meilleures solutions, parce qu'on a cette France qui est hyper diversifiée et donc on va devoir appliquer des solutions absolument différentes d'un territoire à l'autre, mais qu'effectivement les coopératives pourront avoir un rôle dans ce que je disais tout à l'heure, dans l'accompagnement des agriculteurs, dans la mise en place de certaines solutions qui seront parfois un peu difficiles, et en particulier pour ce qui est la question du stockage carbone. Anne-Cécile, Suzanne, votre dernière intervention, puisqu'on va on va terminer la table ronde. Un propos, une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit là aussi sur le rôle de l'agriculteur à côté de la coopérative pour mettre en place des solutions, pour trouver des solutions. Oui, le principal enjeu aujourd'hui sur la préservation de l'environnement, c'est de rendre cette préservation rentable. Et là-dessus, la coopérative a un vrai rôle à jouer par la structuration de filières. Et c'est vrai que là, je rejoins aussi ce qui vient d'être dit. Les réponses à apporter, les filières à construire, elles seront quand même très marquées par les caractéristiques du territoire. Après, chaque territoire, néanmoins, a quand même des similaires partout en France. Donc, il faut arriver aussi à créer du lien, du réseau, pour que des coopératives, par exemple situées en Normandie, arrivent à s'inspirer aussi de ce qui est fait dans le sud de la France. Donc là encore, il y a un rôle de la coopération agricole, mais c'est vraiment là lié l'environnemental qui va être lié aux pratiques de l'agriculteur à l'aspect économique de la chose. Oui, il y a un rôle stratégique à jouer par les coopératives. Merci Anne-Cécile, Suzanne. Merci également à l'ensemble des participants de cette table ronde. À ma gauche, Laure Figueureux-Bidault, Thierry Blandinière, merci beaucoup, Florence Pradier et également Jean-Charles Deschamps. Voilà, on aura abordé certains points de la question de savoir est-ce que à propos des coopératives, on parle d'évolution, de révolution. En tout état de cause, les choses bougent, évoluent. C'est normal. C'est la fin de cette nouvelle édition des Mardis du Quai Voltaire. Merci, à bientôt. Un petit peu de bras. Serait-il possible de mettre les chaises au fond ?